Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre attention et bienvenue dans votre journal à la une de ce jeudi 20 juin. Présidé par le Premier ministre Nadel Arbaoui, réunion aujourd'hui du gouvernement consacrée notamment à l'examen des différentes mesures prises en exécution des instructions du président de la République concernant le renforcement de l'approvisionnement en eau potable et la mise en œuvre du programme national de renforcement des capacités nationales de stockage des céréales. Et les précisions dans un instant. Et en prévision des élections présidentielles du 7 septembre prochain, se poursuit la révision des listes électorales en Algérie. L'exemple de ce 19h depuis la commune de Chlef et également en France où une association locale à Créteil travaille sans relâche pour informer et mobiliser les ressortissants algériens en vue de ces échéances présidentielles. Et en Palestine occupée, cette journée des réfugiés, la situation humanitaire dans le sud de Gaza se détériore rapidement pour les dizaines de milliers de Palestiniens déplacés qui s'entassent dans une zone très encombrée le long de la côte sous une chaleur estivale brûlante. Et puis c'est demain l'été et en cette saison, Béjaïa est l'une des wilayas prisées par les estivants en raison de ses belles côtes, mais aussi le patrimoine qu'elle recèle, à l'image des deux portes antiques de la ville, à savoir la porte de Sarracine et la porte des étendards, qui font l'objet d'une première opération de restauration, reportage à la fin de ce 19h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée à l'examen de différentes mesures prises en exécution des instructions du président de la République concernant le renforcement de l'approvisionnement en eau potable et l'état d'avancement du programme spécial ordonné pour atténuer la pénurie d'eau potable et développer les capacités de production d'eau dans le cadre d'un projet ambitieux visant à répondre durablement aux besoins des citoyens à faire face à la pénurie d'eau résultant du stress hydrique. Lors de cette réunion, un certain nombre de mesures ont été examinées, notamment celles relatives à la mise en œuvre du programme national de renforcement des capacités nationales de stockage des céréales, axe majeur de la politique nationale de sécurité alimentaire. Enfin, dans le cadre de la simplification des procédures d'instruction et d'octroi des actes d'urbanisme, y compris les permis de construction et leur délivrance, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités d'instruction et de délivrance de ces documents à travers la mise en exploitation de la plateforme numérique des actes d'urbanisme et sa généralisation à travers le territoire national. Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné aujourd'hui d'opérer un mouvement dans les rangs des cadres supérieurs de la Direction générale de la Sûreté nationale. Ce mouvement intervient sur proposition du directeur général de la Sûreté nationale et après l'aval du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, l'opération de retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles par les prétendants à la candidature à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain se poursuit au niveau du siège de l'ANI, l'autorité nationale dépendante des élections à Alger. Selon les derniers chiffres de l'autorité nationale, indépendante des élections, 14 prétendants à la candidature à cette importante échéance électorale se sont présentés au siège de l'autorité indépendante pour retirer près d'1 million de formulaires de souscription de signature. Et comme vous le savez, l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 27 de ce mois. Depuis le lancement de cette opération, la commune de Chlef a enregistré plus de 40 000, ou plutôt plus de 400 nouvelles inscriptions. La commune qui compte déjà environ 143 000 électeurs, nous dit Emina Saïji. Mohamed n'a pas hésité une seconde à venir s'inscrire pour obtenir sa carte électorale afin de donner sa voix lors des prochaines élections présidentielles. Il est venu pour prendre connaissance de toutes les démarches à suivre. Je suis venu pour des renseignements en cas de changement de résidence ou si je désire changer mon bureau de vote. Dans tous les cas, il suffit de présenter une copie de la carte nationale et une facture récente ou une résidence.
Ce jeune homme ayant atteint l'âge légal pour voter a franchi une étape significative en s'inscrivant pour voter lors des prochaines élections, conscient de l'importance de ce scrutin. Je viens de faire mes 18 ans et je profite de l'occasion pour m'inscrire aux listes électorales afin de voter le jour J. C'est ainsi que la commune de Chlef, à l'instar des autres communes de la Wilaya, a commencé les révisions des listes électorales. Afin de faciliter le processus, les autorités locales ont mis les bouchées doubles pour un recensement complet et précis des citoyens. Je suis venue renouveler la carte de ma fille qui l'a perdue. J'ai toujours voté. C'est d'une importance capitale pour l'avenir de nos enfants. C'est un devoir. Je ne suis plus jeune, mais je tiens toujours à accomplir mon devoir et participer aux élections. La commune de Chlef compte environ 143 000 électeurs. Depuis le lancement de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, nous avons recensé 1493 nouvelles inscriptions, dont 871 personnes radiées pour divers motifs. La révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit sur l'ensemble du territoire national et s'étalera jusqu'au 27 juin. Il s'agit de la première étape menant vers le succès des élections présidentielles. Et à noter que la commune de Chlef a enregistré plus de 1400 nouveaux inscrits, non pas 400. Et je le disais en titre, à Créteil en France, Abdelaziz Abdelrahman, un homme dévoué et dynamique, joue un rôle clé au sein de la communauté nationale établie là-bas. À la tête d'une association locale, il travaille sans relâche pour informer et mobiliser les ressortissants algériens en vue des prochaines élections. Depuis peu, ces efforts se sont intensifiés avec des rendez-vous hebdomadaires et rencontres associatives pour encourager l'inscription sur les listes électorales. Depuis Paris, Afeb Belouchette. À la tête d'une association très active dans la circonscription consulaire de Créteil, Abdelaziz Abdelrahman fait le point régulièrement avec le consul adjoint sur les modalités administratives mises en place par le consulat à destination des ressortissants éparpillés sur un territoire qui s'étend sur plus de 22 000 km² afin de les relier à son tour. Nous, les associations, on est tout près des citoyens inscrits dans les consulats, à travers les mosquées, à travers des événements qu'on organise. Hier, il y avait d'ailleurs à Potocombo un événement où on avait 200 personnes pour sensibiliser. Mais depuis le 12 juin dernier, ce rendez-vous est devenu hebdomadaire. Et Abdelaziz organise également avec d'autres associations des rencontres dans les villes alentours. Objectif, inciter les ressortissants à s'inscrire sur les listes électorales. J'explique une chose, c'est que c'est pas parce qu'on est matriculé dans le consulat affilié que automatiquement on doit voter. Il faut être inscrit dans les listes électorales, comme en France. On doit être inscrit dans les mairies pour voter le 30 juin et le 7 juillet aussi pour les élections des législatives en France. Donc pour l'Algérie, c'est la même chose, c'est la même méthode. Pour Abdelaziz, l'enjeu de ces élections transcende les considérations partisanes, d'où son implication. Notre rôle, c'est d'inciter les gens à aller voter. Après, le choix, il est fait par le lecteur et il n'y a aucune obligation de voter à aucun candidat. Mais le plus important, c'est de sentir un citoyen patriote d'origine algérienne. Comme tous les pays, on est nous binationaux français et algériens et on vote pour au niveau de notre pays où on habite. Et aujourd'hui, on est obligé aussi de considérer notre pays et patrie Algérie pour voter le 7 septembre. Mais si le tissu associatif reste un relais décisif dans la communication du consulat d'Algérie à Créteil, d'autres mesures sont prises sur place également. Donc à cet effet, un guichet dédié à cette opération a été mis à leur disposition au niveau du consulat. Plusieurs moyens d'inscription sont à leur disposition, soit se rendant au siège du consulat, soit par voie postale ou même via l'adresse mail du consulat. Un guichet d'information, mais également de vérification. Quand les ressortissants viennent au niveau du guichet, on leur donne les fiches d'inscription sur les listes électorales. Et nous, on les prend en charge par la suite. Quand les fiches arrivent
au niveau du guichet, on les informatise directement sur notre système. L'assainissement des listes électorales reste la phase la plus importante pour l'administration, d'où les efforts consentis afin que chaque ressortissant immatriculé puisse exercer son droit le 7 septembre prochain, pour peu évidemment qu'il soit inscrit. Une démarche volontaire, donc de la responsabilité de chacun. Rappelons que l'opération de révision des listes électorales, que ce soit en Algérie ou au niveau de nos représentations consulaires à l'étranger, se poursuit jusqu'au 27 juin. Par ailleurs, les premiers groupes de pèlerins algériens ont quitté aujourd'hui Jeddah, de retour au pays après avoir accompli le rite du Hajj de l'année 2024. Et le premier avion d'Air Algérie a décollé ce matin avec à son bord 257 pèlerins, suivi de 2 autres vols relevant de Saudi Airlines, transportant 405 autres Hadji. Le troisième vol, assuré toujours par Air Algérie, a décollé cet après-midi du même aéroport. À son bord, 248 pèlerins. L'opération de transport des pèlerins algériens depuis l'aéroport de Jeddah se poursuivra jusqu'au 7 juillet, tandis qu'elle s'étalera jusqu'au 14 pour l'aéroport de Médine. À noter que le nombre total des pèlerins ayant accompli les rites du Hajj cette année s'élève à plus de 40 000 Hadji, dont 23 200 pris en charge par l'Office national du pèlerinage de la Omra et 17 100 par des agences de voyage. Et au volet agriculture, la campagne de moisson-battage à Al-Bayed s'annonce plutôt satisfaisante cette année. Les agriculteurs s'attendent à une bonne récolte grâce notamment à la mobilisation de moyens humains, matériels et logistiques qui ont assuré le succès de cette saison moisson-battage. Yamina Saïdji. Avec une superficie estimée à 4300 hectares consacrée exclusivement à la culture céréalière, toutes variétés confondues, la wilaya d'Al-Bayed a mis les bouchées doubles pour une campagne moisson-battage réussie sur tous les plans. La récolte s'annonce plutôt bonne cette année. Les exploitations sont raccordées au réseau électrique. Il ne manque plus que le bitumage des routes pour faciliter l'acheminement des céréales collectées vers le centre de stockage. Nous sommes enfin débarrassés du problème de l'électricité. Pour ce qui est de l'irrigation, nous avons à notre disposition un barrage qui alimente toutes les exploitations agricoles de la région ainsi que plusieurs puits artésiens. Tous les moyens humains, matériels et logistiques ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'opération moisson-battage dans la wilaya. Pour ce qui est des moyens matériels, nous avons mobilisé 6 moissonneuses-batteuses supplémentaires ainsi que des camions pour transporter la récolte des agriculteurs depuis les champs vers les entrepôts relevant de la coopérative des céréales et légumes secs tout au long de la période moisson-battage. En ce qui concerne la capacité de stockage, nous comptons 3 points de récolte avec une capacité de 30 000 quintaux. Le raccordement électrique des exploitations agricoles et la délivrance de permis exceptionnels pour le forage de puits sont des mesures décidées par l'État visant à soutenir le secteur agricole, un secteur important et prometteur. Nous attendons cette année des résultats supérieurs aux prévisions. Augmenter la production ainsi que les capacités de stockage en matière de céréales est l'objectif que les autorités locales veillent à atteindre afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. Et de Al-Bayed à Mila, une wilaya qui connaît aussi un potentiel agricole très important où le secteur des travaux publics connaît une certaine dynamique, notamment avec la réalisation d'une double voie pour fluidifier le trafic routier et essentiellement pour les véhicules poids lourds, un projet crucial pour le désenclavement de la région qui comprend une première tranche de 16 km dont les travaux ont déjà bien avancé et une deuxième tranche en cours de progression transformant. Ainsi, Mila en a un carrefour stratégique pour les échanges commerciaux et industriels. Marim Damis, reportage. Une fois achevé, cet axe rapide à double voie reliant Mila à l'autoroute Est-Ouest contribuera au désenclavement de la région tout en fluidifiant la circulation. La première tranche de ce projet s'étendant sur une distance de 16 km est déjà bien avancée, tandis que la deuxième tranche lancée récemment progresse graduellement. Projet la RN5A, dédoublement de la RN5A sur 6 km 250
avancement de travaux à 60%. Le projet a été lancé le 29 avril dernier, mais l'existence d'arbres tout au long de ce tronçon entrave l'accès des gros engins. De ce fait, nous avançons lentement afin de protéger les produits agricoles. Nous travaillons 10 heures par jour, du samedi au jeudi. En parallèle, un autre projet a été achevé. Il s'agit de la pénétrante de la route nationale 5A. Ce projet vise à améliorer la fluidité du trafic, notamment pour les poids lourds en direction de l'autoroute Est-Ouest, le port de Djenjen et le complexe de Bellara dans la wilaya de Djidjel. كان وقت فات سيركيلاسيون كبير اللي ما عندوش طرف كنا نعانيو مع الطريق دروكا يتحسنت الحمد لله وفتحت هذه وعندنا يعني ما نطولوش في الطريق بيان سير سهلت لنا الطريق نقولوا حاجه مليحه. Les 2 dernières années, 2022-2024, a été bénéficiaire de 3 grands projets. Parmi les grands projets, comme vous voyez derrière moi, le projet de la trimée de la wilaya de Mila qui relie les 3 wilayas, wilaya de Constantine et la wilaya de Djidjel, vers l'autoroute en passant par Mila. Et aussi, on a les 2 autres projets des doublements. La première tranche qui a été lancée en fin 2022 sur 16,2 km, qui connaît un avancement très spectaculaire, un avancement très important. Elle est presque à 65%. La deuxième tranche est lancée le 29/4/2024, incessamment. Elle connaît un avancement timide, puisqu'on va emprunter les terres fertiles. Le dédoublement de cette route facilitera la circulation et fera de la wilaya de Mila un véritable carrefour connectant cette région avec plusieurs pôles industriels stratégiques entourant la wilaya de Mila. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte antiterroriste, 2 terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Borj Baji Mokhtar. Il s'agit en l'occurrence de SA et SSA. Les 10 terroristes avaient en leur possession 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un important lot d'armement, une quantité de munitions et d'autres objets. De même, 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'AMP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 28 narcotrafiquants ont mis en échec des tentatives d'introduction de 6 quintaux et 12 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc. Alors que 78 663 comprimés psychotropes ont été saisis et à Tamal Rasset, Borj Baji Mokhtar, des détachements de l'AMP ont arrêté 149 individus et saisi 12 véhicules, 66 groupes électrogènes, 51 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et pierre, explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpillage illicites. De même, 12 autres individus ont été interceptés. Un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil de chasse et 12 030 litres de carburant ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 587 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 207 émigrants clandestins et différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Lors des travaux de la 56e session du Conseil onusien des droits de l'homme à Genève, la délégation algérienne a affirmé que l'Algérie connaît actuellement des réformes politiques et économiques visant à renforcer la suprématie de la loi, d'indépendance et de la justice, la lutte contre la corruption, la modernisation de l'administration publique et l'activation du rôle de la société civile appuyée par les principes prévus par la Constitution de 2020. La délégation algérienne a rappelé que l'Algérie demeurait extrêmement préoccupée par la violation continue
des droits de l'homme en Palestine et au Sahara occidental occupé et condamne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide perpétré par les forces d'occupation sionistes à l'encontre du peuple palestinien, appelant à une intervention immédiate pour faire cesser ces crimes. L'Algérie appelle aussi le haut-commissaire des droits de l'homme à constater et à consigner les violations systématiques des droits de l'homme au Sahara occidental. Et de son côté, l'entité sioniste continue ses crimes contre l'humanité à l'encontre des Palestiniens. Les bombardements ne cessent pas et aucune aide n'a été apportée aux déplacés fuyant les bombardements. D'autre part, l'Office central des statistiques palestiniens a révélé qu'il y a plus de 6 millions de réfugiés enregistrés auprès de l'Agence des Nations Unies pour les secours et les travaux des réfugiés palestiniens de l'UNRWA. Plus de précisions avec Malika Bellal. Le génocide contre un peuple sans défense se poursuit. 8 mois de guerre sans merci ont suffi pour changer le destin de milliers de Ghazaouis. Dans les camps de Nusayrat et Deir el-Balah, l'armée sioniste continue ses raids, ciblant des sites et des civils, tuant cette fois 2 femmes et blessant plus de 10 personnes dans un bilan non définitif. Tandis que les équipes de la défense civile continuent de travailler jour et nuit à la recherche de personnes disparues sous les décombres et sur les routes avoisinantes. Et à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, coïncidant avec le 20 juin de chaque année, le Bureau central palestinien des statistiques a révélé que plus de 6 millions de réfugiés ont été enregistrés par l'Agence des Nations Unies pour les secours et les travaux des réfugiés, l'UNRWA, dont 42% proviennent de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza. Depuis le début de la guerre, nous avons été déplacés 5 fois. Nous avons dû changer de maison 5 fois pour aller soit chez des voisins ou des proches. On s'est même réfugiés dans des écoles de l'UNRWA. Lorsque les bombardements se sont intensifiés, nous avons été déplacés vers El Mawassi, à Khan Younes, où nous avons vécu sous des tentes pendant environ 5 mois pour être à nouveau déplacés. Quand l'armée sioniste s'est retirée d'ici, nous sommes revenus. Voilà ce que nous avons trouvé, un immense champ de ruines, qui était autrefois notre maison et celle de nos enfants. Cela se passe au moment où les forces d'occupation sionistes ont arrêté 4 Palestiniens dans différentes zones de la région de Bethléem en Cisjordanie occupée, tandis que des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa. De son côté, le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme a publié un article présentant 6 attaques majeures menées par l'occupation sioniste au cours des derniers mois sur la bande de Gaza, les considérant comme violations répétées des lois de la guerre. Le haut-commissaire aux droits de l'homme a également insisté sur la nécessité de mener des enquêtes complètes et indépendantes afin de garantir les droits de toutes les victimes et de tenir les responsables pour compte. Et puis, retour chez nous, c'est demain l'été, et dans notre série consacrée à Béjaïa, nous levons le voile, cette fois-ci sur les 2 portes antiques de la ville, la porte sarrasine et la porte des étendards. Elles ont fait l'objet d'une première opération de restauration, et notre caméra, justement, était présente. Regardez ce reportage, il est signé Naïma Haouch. Chargé d'histoire, l'antique Béjaïa nous ouvre ses portes. 2 au total, la porte sarrasine et la porte des étendards. Elle constituait, avec les 5 autres portes, la muraille de la ville. Autrefois, la ville de Béjaïa était une ville fortifiée, munie par un rempart percé de 7 portes. Et parmi les portes qui subsistaient à nos jours, nous avons la porte sarrasine et la porte Fouqa. Après le séisme de 2021 qui avait endommagé les 2 sites, une opération de restauration rigoureuse a été lancée. Et c'est la première fois, après cette opération, qu'une caméra franchit le seuil de ces hauts lieux patrimoniaux.
Nous avons d'abord 3 volets principaux, à savoir les travaux préparatoires qui touchent principalement le désherbage et le nettoyage du site, les étayements, la mise hors l'eau, c'est-à-dire des travaux de protection du monument. Ensuite, nous passons aux travaux de restauration qui touchent principalement aux travaux de reconstitution des parties effondrées ou des parties manquantes, le rejointage, c'est-à-dire la reconstitution de la porte. Aujourd'hui, les travaux sont presque achevés, sont d'un état d'avancement de 95%. Et la livraison du projet sera prévue pour la fin du mois de juin 2024. Comme Bab el-Bahr, Bab el-Bounoud a connu des travaux de maçonnerie et d'architecture, une dynamique de travail assez soutenue. La partie basse de la porte Fouqa a connu un affaissement de sol, ce qui a engendré l'injection de micropieux pour la stabilisation de ce sol. Et cet affaissement a engendré la fissuration, les 2 arcs de la porte, ce qui a engendré la mise en place d'étayements en bois afin de stabiliser ces arcs et arrêter le processus de fissuration. Donc c'est le travail le plus colossal dans les travaux de restauration. Donc nous avons réalisé 18 pieux de 12 mètres de profondeur, rien que pour consolider le monument lui-même. Ça a pris énormément de temps parce qu'il fallait faire attention à ne pas déstabiliser le sol. Donc l'entreprise, des fois, ça lui arrive de réaliser uniquement 1 mètre par jour de profondeur, c'est-à-dire pour faire attention à ne pas déstabiliser le sol et l'édifice. Il y a eu le déjointage et ils ont démantelé les pierres et la brique. Par la suite, il y a la restitution de la porte elle-même et aménagement de ses abords, éclairage, mise en lumière. Le coût de cette opération est de 83 millions de dinars. Dans 5 mois, les travaux seront initialement achevés. En attendant, la cité intramurose se dresse encore et garde toujours un œil au-delà de ces murs. Avec Jaya, nous arrivons à la fin de ce 19h préparé par Salim Saïdi, Mounana Hamoudi, réalisé par Yesh Gelloul. L'information revient à 22h30 et le journal anglophone. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour les éditions de midi 19h demain. Bonsoir et sur Canal Jaya. Au revoir.